Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour ce 14e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Cussac, formateur de commerciaux installé sur Toulouse. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Ouais, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Olivier Cussac. Je suis comme toi commercial depuis un certain nombre d'années, depuis que j'ai une vingtaine d'années. Comme j'en ai 49, tu auras fait le compte. Je serai pareil que toi. Avec moi, plutôt une histoire commerciale qui a commencé dans l'agroalimentaire, au sein d'un grand groupe agroalimentaire français qui s'appelle Danone. Donc j'ai commencé à vendre des biscuits, une marque française en 2 lettres, bien connue, auprès de la grande distribution. Ça m'a amené à vendre en magasin, à vendre en centrale d'achat, puis petit à petit à devenir responsable de la formation pour tous les commerciaux du sud de la France dans cette entreprise-là. Et ça, c'est le métier que j'ai le plus adoré. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça fait maintenant 21 ans que je fais donc, pour faire simple, de la formation commerciale auprès de, on va dire, 2 grands publics pour simplifier. Les jeunes padawans de la vente, donc commerciaux en devenir dans les écoles de commerce, et puis à côté de ça, en entreprise, sur de la formation en entreprise. Voilà. Pour les 2 activités principales de formation. Voilà, avec comme objectif une philosophie qui ressemble un petit peu à ce que j'ai pu lire de ce que toi tu souhaites mettre en avant, c'est-à-dire aussi et surtout l'aspect posture, état d'esprit. Voilà, les techniques c'est une chose, c'est fondamental les techniques. Moi, ceux qui critiquent les techniques, je suis pas en accord avec eux. Il y a les outils, c'est important, parce que si on maîtrise pas les outils, on se retrouve être un bricoleur de la vente, et un bricoleur de la vente, c'est toujours moins efficace qu'un bon artisan. Mais ça n'empêche pas que derrière il y a la posture, quoi, qui est importante, l'état d'esprit, la volonté, le plaisir. Voilà en gros ce que j'essaie de faire partager depuis 20 ans. D'accord. Tu fais essentiellement de la formation en B2B ? Je fais essentiellement de la formation en B2B. Exactement. Ouais. Sur des forces commerciales qui vont de combien à combien de commerciaux ? Ah, c'est très variable. Ça peut être sur des petites structures. Alors moi j'ai un intérêt particulier pour les petites structures, donc PME on va dire, parce que d'abord, dans les grands groupes, en général, ils ont déjà des structures en place, comme c'était le cas quand moi j'étais chez Danone, avec des process qui peuvent être parfois peut-être un petit peu plus contraignants. Et la PME, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a des histoires d'hommes avec un grand H. Donc, voilà, les forces de vente dans lesquelles je travaille peuvent être de 2, 3, vraiment pour les petites structures, voire même de 1, quand j'accompagne un créateur, et puis jusqu'à une vingtaine de commerciaux à peu près, quoi. La bonne moyenne étant aux alentours de 10. D'accord. Tu fais de la formation essentiellement en présentiel ? Essentiellement en présentiel, même si, comme tout le monde depuis 2 ans, l'outil qu'on est en train d'utiliser nous a permis de faire des formations courtes, hors des sentiers battus, en dehors des horaires habituels, et notamment sur du suivi du coaching individualisé. Mais dès que je l'ai pu et dès qu'on me l'a redemandé de toute façon, le présentiel est redevenu le média numéro 1, quoi, de formation. Ouais. Ok. Comment tu trouves tes clients ? Alors, comment je trouve mes clients ? Il y a 20 ans, j'ai sonné à toutes les portes. Mais vraiment, quoi, j'ai vraiment sonné à toutes les portes parce que j'avais pas de réseau, en fait, sur Toulouse. Moi, je suis arrivé à Toulouse, je l'ai mentionné tout à l'heure, parce que c'est ici que se trouvait le poste que je prenais. Mais je suis pas toulousain, moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base. Et quand j'étais commercial, j'étais dans le sud-est de la France.
Et en plus, j'étais en déplacement toute la semaine avec mes commerçants sur le terrain, donc j'avais pas de réseau. Donc à l'époque, il y avait un outil qui s'appelait les pages jaunes, je m'en rappelle. J'ai été à la page formation et puis tous les gens qui faisaient de la formation, je les ai appelés. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué ce que c'était que de faire de la formation, même si c'était pas dans le domaine commercial. J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué comment on pouvait vivre de ce métier. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont fait confiance. Et puis, de plus en plus, du coup, ça a généré un réseau qui a fait appel à moi. Il y a un autre outil, celui par lequel on est entré en contact, qui s'appelle LinkedIn, qui est quand même un bel outil pour donner un peu de visibilité à ce qu'on a envie de dire et à la façon dont on a envie de le dire. Et puis il y a un autre point aujourd'hui qui fait ma fierté. Je te disais tout à l'heure que je fais de la formation initiale et de la formation en entreprise. Formation initiale, donc c'est les jeunes en école. Ça, moi, je continue à être très très fier de le faire parce que les jeunes nous apprennent à nous remettre en question tous les jours. Et puis de toute façon, c'est eux l'avenir, hein, c'est plus eux que moi maintenant. Et puis aujourd'hui, ma grosse fierté, c'est que les jeunes que j'ai formés il y a 10, 15, 20 ans, aujourd'hui, ils ont des belles responsabilités en entreprise et c'est souvent eux qui font appel à moi dans leur boîte d'aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est vraiment pour moi, tu vois, une espèce de système de boucle qui est bouclé, quoi. D'accord. Donc j'ai essentiellement en termes de clientèle aujourd'hui, c'est vrai que je fais peu de prospection parce que le réseau que je me suis construit depuis 20 ans parle pour moi. Alors je m'endors pas sur mes lauriers, je continue à me faire connaître, mais notamment par LinkedIn. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'essentiel de mon travail m'est fourni par mon réseau. Ok. Et tu fais essentiellement de la formation pour des entreprises qui sont en Occitanie? Je fais essentiellement de la formation pour les entreprises qui sont en Occitanie, ouais, effectivement. Nouvelle-Aquitaine qui est proche aussi. Et après, quand il y a des opportunités, ça m'est arrivé d'aller sur Grenoble, ça m'est arrivé de sortir de la région, ouais, absolument, ouais. Et si on me le demande, je suis mobile, bien entendu. D'accord. Ok. C'est pas un frein. Bon, super. Mais c'est vrai que les liens que j'ai font que l'essentiel des demandes sont en Occitanie. D'accord. Et pour te présenter, pour que la présentation soit complète, tu es aussi co-auteur, je crois, du livre Vendre que tu as coécrit avec Olivier Guérin et puis avec Alexandra David-Hardy. D'accord. Okay, qui est sorti au mois de novembre ou décembre 2021, je crois. Non, il est sorti en mars, le 23 février exactement, plutôt. 23 février 2021. Ouais. D'accord. Alors on était en pleine vague numéro 2 ou 3 du Covid, donc c'était pas forcément le moment prévu. Mais bon, et puis c'était un moment un peu compliqué pour le monde du livre, mais effectivement ça fait un petit peu plus d'un an qu'il est sorti, ouais. Ce livre aux éditions Vibert, ouais, effectivement. Ok. Et chacun s'est réparti en fait quelque chose du métier commercial à l'intérieur du livre, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Tous les trois, on s'est répartis. Je sais que tu as déjà interviewé Olivier. Il faudra pas que tu hésites à interviewer Alexandra. Elle vaut le coup. David Arvit. On s'est surtout répartis en fonction de la partie de la fonction commerciale avec laquelle on avait plus de plaisir et d'affinité. Alexandra, elle continue à travailler surtout dans le recrutement, la formation des commerciaux, parce qu'elle a travaillé pendant très très longtemps dans l'intérim de cadre sud dans la fonction commerciale. Donc elle, le management, le recrutement, ça c'est vraiment, elle sait tout faire, mais ça c'est ce qui la botte. Olivier, c'est un défricheur. Tu l'as déjà interviewé. Il adore ça. Il aime bien la prospection. Il aime bien le contact. Donc on a décidé que ce serait plutôt lui qui ferait ça. Et puis moi, je suis resté sur les parties un peu plus techniques de vente et de négociation, qu'on peut appeler souvent un peu des fondamentaux, mais que j'ai structuré. Donc c'était plus par des affinités, même si globalement, voilà, l'idée c'était qu'on ait un global qui aurait pu être écrit d'une seule main, quoi. Ok, parfait. Mais c'est super qu'on l'écrit à trois mains, parce que ça nous a obligé à nous questionner sur ce qu'on avait envie de faire passer comme message. Super. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, Olivier. Ok. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur? Alors, est-ce que c'est une qualité mentale? Je sais pas, parce qu'après là, on pourrait avoir des échanges à n'en plus finir sur la sémantique, mais je vais rester moi quand même sur un fondamental, quoi. En tout cas, à mes yeux, c'est l'empathie, quoi. C'est pas très très original, mais je pense que fondamentalement, quelqu'un qui s'intéresse pas à la façon dont fonctionne son interlocuteur, qui essaie pas réellement mais réellement, vraiment
vraiment de s'intéresser, de comprendre à la façon dont l'autre fonctionne. Voilà. Donc, si je dois répondre vraiment sur la qualité mentale nécessaire, alors est-ce que c'en est une qualité mentale? Je sais pas. Parce qu'après, on peut aussi parler de résilience. Il l'évoquait, c'est quelque chose qui est important. Il y en a plein, mais fondamentalement, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne en face de nous, quoi. Parce que si on s'y intéresse pas réellement, je crois qu'on trouve pas les clés, ou en tout cas on les trouve pas souvent, ou en tout cas on s'épuise à essayer de les trouver. Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il? Solutionner. Je crois que tu avais fait un petit post là-dessus et j'avais mis ce verbe-là. Solutionner. Je pense qu'un bon commercial, s'il n'apporte pas des solutions à son interlocuteur, finalement son interlocuteur ou ses interlocuteurs ne lui porteront pas beaucoup d'intérêt. J'ai lu les réponses de mes confrères, des gens que je suis sur LinkedIn, que je trouve vraiment intéressants, qui me font avancer dans ma démarche réflexive. Il y en a plein. Hein. J'ai vu confronter, interroger. Moi, j'aime bien la notion de solutionner. Pourquoi? Parce qu'elle fait écho au cœur pour moi du réacteur. C'est la notion de problématique. Et je dis bien de problématique, pas de problème. Je sais que l'autre Olivier Guérin, il a souvent tendance à dire qu'il faut aller chercher les problèmes, ce qui fonctionne pas, ce qui marche pas. Moi, je raisonne pas forcément la notion de problématique comme quelque chose de bloquant. La problématique, c'est plus global, c'est l'interrogation. Moi, je cherche toujours, quels que soient les sujets dans lesquels je bosse, à essayer de comprendre quels peuvent être les projets, les projections des interlocuteurs. Et tous les gens que je forme, moi, je les encourage à essayer de bien s'intéresser, justement, grâce à l'empathie, à l'histoire avec un grand H des gens qu'ils ont en face d'eux, et notamment pour les amener à comprendre ce qui va se passer pour eux, ou en tout cas ceux qui souhaitent que leurs clients voient se développer dans un futur proche ou moins proche, donc leur projet. Et en général, quand on arrive à ouvrir un interlocuteur sur ces projets, généralement, on arrive ensuite à échanger avec lui sur les interrogations qui sont siennes, les interrogations pour atteindre son but, justement. Et toutes ces interrogations, c'est des problématiques sur lesquelles, en général, un interlocuteur cherche des réponses, comme toi, comme moi, j'imagine. Si je peux être celui qui accompagne le mieux mon interlocuteur dans les réponses à ces questions, donc en lui apportant des solutions, moi, c'est mon approche. Voilà. C'est pourquoi je fais ce choix du verbe solutionner. Ok. Ce qui veut dire, selon ce que tu viens de m'expliquer, que tu vois la vente plutôt sur un temps long, effectivement, sur une problématique, une histoire avec des problèmes à résoudre qui forment une problématique. Ouais, c'est ça, des questions, des interrogations. En général, quand on se fixe un but, on se pose ensuite la question de savoir ce qu'il faut qu'on fasse pour l'atteindre. Moi, je pense que c'est là qu'on intervient, nous, chacun dans nos métiers. Toi, dans ton métier, tu essayes de voir un petit peu. Par exemple, tu parlais que ton métier, toi, c'est la création notamment et la commercialisation de sites internet. Un site internet, en général, je m'arrête si je dis une bêtise, mais c'est un vecteur d'information dans un but quelconque pour une entreprise, de se développer, de se faire connaître. Et c'est généralement si on montre de l'intérêt à notre interlocuteur pour comprendre vers quel but il veut aller, à quel rythme il veut y aller, qu'ensuite on peut raisonner avec lui ouvertement sur les moyens qu'il souhaite se donner pour y arriver, et notamment pourquoi, par exemple, le moyen fondamental et majeur que peut être un site internet qui sera au service de ça. Ouais, donc oui, effectivement. Alors un temps long après, ça peut être du court, moyen, long terme, mais par définition, quand je prospecte quelqu'un, de toute façon, si on ramène à la prospection simple, prospect par définition, c'est quelqu'un avec qui je travaillais pas hier, c'est quelqu'un avec qui je travaille pas aujourd'hui et que je souhaite accompagner dans son développement demain ou après-demain. D'accord, ok. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation, Olivier? Alors, j'avoue que je m'étais jamais posé cette question. Je pense qu'il y a quand même chez les commerciaux que... Alors là aussi, il y a des approches sur lesquelles on pourrait discuter jusqu'au bout de la ligne. Moi, j'ai qu'une certitude, c'est qu'il n'y a pas de profil type commercial. On a à peu près le même âge, si j'ai bien compris. On a à peu près été formé à la fonction commerciale dans les années 90. Et ce contre quoi je me bats, c'est sur toujours aujourd'hui en 2022, parce que je sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est sur les profils types des commerciaux tels qu'on voulait nous les faire croire dans les années 90, qui amène à ce que on est toujours sur ces caricatures du commercial qui a la fibre, etc. Ce genre de dannerie là sur lequel il y avait des profils types du commerciaux. Moi, je me rends compte quand même que la plupart des commerciaux que je rencontre, ce sont des affectifs. Tu vois, si je devais faire une grande globalité pour ce podcast là, un petit raccourci, c'est quand même souvent des affectifs, les commerciaux. C'est-à-dire les commerciaux tels qu'on les caricature avec les gens aux dents longues, il y en a, c'est plutôt moi ce que j'appelle les commerciaux offensifs.
Et moi, je trouve qu'ils sont bien les commerciaux offensifs parce que justement, de temps en temps, ils bottent un petit peu les fesses aux affectifs que nous sommes. Moi, je suis un affectif, hein. Je l'assume parfaitement. Je suis un vendeur affectif. C'est pour ça que j'aime bien les métiers de contact parce que moi, si je suis tout seul, je m'ennuie, je me sens un peu malheureux. Et donc, les commerciaux un peu plus offensifs, ils nous bottent les fesses. Bon, par contre, il faut pas qu'ils tombent en de mauvaises mains, les offensifs, parce que sinon, ils peuvent devenir ce que j'appelle moi les pitbulls des entreprises, quoi. Hein. Si un pitbull il est mis entre de mauvaises mains, il peut potentiellement devenir un chien pas très très sympa. Mais la plupart sont des affectifs. Donc je pense que il y a quand même toujours un petit peu au travers du métier commercial, un métier un petit peu de, tu sais, les anciennes générations, elles parlaient de représentation pour parler des vertus. Cette notion de représentation, tu vois, on l'a aussi pour le côté un peu théâtre, un peu je rentre en scène, un petit peu globalement, finalement j'ai un petit besoin de reconnaissance, tu vois. Donc ouais, sur le besoin de reconnaissance, je dis pourquoi pas par rapport à ta question. Ouais. Ok. Forcément, elle est influencée, cette question, par mon parcours commercial et par les commerciaux que j'ai rencontrés dans mon parcours. Et j'ai pu remarquer quand même ça souvent. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, d'abord des affectifs, et souvent des affectifs qui ont quelque chose à prouver parce qu'ils peuvent avoir des faiblesses dans leur enfance, dans leur parcours, etc. Et que ça, c'est quelque part une revanche pour eux. Ouais, c'est vrai. Notamment parce qu'on va pouvoir mesurer notre efficacité, et ça, c'est chouette. Et oui, et on le disait, par rapport aux études qu'on a faites, c'est quand même un des rares métiers accessibles sans avoir fait d'études particulières spécifiques au métier. Complètement. On peut y arriver par n'importe quel biais. Pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire et pour le meilleur, effectivement. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022 ? Là, tu vois, là, pareil, je me suis posé plus de questions il y a 7-8 ans qu'aujourd'hui, en fait. Je m'explique. Le digital, de façon générale, pour utiliser un mot un peu fourre-tout, le digital m'a un peu inquiété parce que je me suis posé la question effectivement de ce que pourrait devenir le commercial si tout le monde arrivait à le résumer en disant que le digital pourrait nous remplacer. Tu vois, donc exactement la même chose qu'on a pu avoir comme peur à l'ère industrielle avec le remplacement des hommes par les robots, tu vois, ou par les machines. Donc je me suis posé des questions sur. En plus, ça me frustrait parce que moi qui me bats depuis des années pour dire qu'on fait un beau métier, qu'on fait un métier qui s'apprend, qu'on fait un métier qui fait appel à plein de ressources, qu'on fait un métier qu'on n'est pas des rigolos, quoi, pour faire simple. Si on veut bien faire notre métier, bien entendu. Mince, quoi, être capable de résumer notre métier à des algorithmes, ça m'attristait un petit peu. Mais je me disais que si un jour on y arrivait, il faudrait peut-être que je me recycle, si tu veux. Là, tu vois, aujourd'hui en 2022, c'est un truc qui m'inquiète beaucoup moins. Ce que je veux dire par là, c'est que je considère, après avoir pris du recul, tu me diras si tu es d'accord avec moi, que le digital aujourd'hui c'est une opportunité en fait pour le commercial. Je crois que tu as interviewé déjà, tu as eu Georges Deslignes dans ton podcast, et puis tu dis, il y a un truc que j'aime bien qui dit Georges, il dit même si je le connais pas, j'ai jamais échangé avec lui en face à face, mais quand j'échange avec lui sur LinkedIn, il parle de la chaleur ajoutée. Et là, à un moment on note cette notion de chaleur ajoutée, tu peux faire ce que tu veux. Je pense qu'elle restera toujours, en tout cas, je l'espère, elle restera toujours notre vraie, seule et unique plus-value, quoi, tu vois. Et le digital dans toutes les fonctions commerciales, finalement, va nous libérer de ce qui n'apporte aucune plus-value pour le client, pour que ce soit en B2C ou en B2B, même si moi je suis plutôt spécialiste du B2B. Eh bien, lorsque le facteur H intervient, il est sublimé parce que le digital l'a libéré d'un certain nombre de tâches qu'il n'a plus à réaliser, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, si tu veux, moi je suis plutôt optimiste pour répondre à ta question initiale sur le fait que les qualités intrinsèques humaines, empathiques, de volontarisme, l'offensivité commerciale dont on parlait tout à l'heure. Et puis tu vois, je le regarde, je te le disais, moi je suis très très fier. Il y en a qui critiquent un petit peu. J'avais fait un post un petit peu là-dessus parce que c'est un peu condescendant parfois les gens qui font de la formation initiale avec les étudiants. Je pense qu'ils oublient qu'ils ont été étudiants eux-mêmes à un moment ou un autre et qu'il a fallu qu'ils apprennent, qu'ils écoutent, qu'ils se forgent une opinion. Tu vois, enfin moi ça m'agace un petit peu. Je sais pas si t'as des enfants, mais moi j'en ai un qui est étudiant aujourd'hui. Alors même s'il est pas dans le commerce, c'est important pour lui le moment qu'il vit, tu vois, très très important. Donc moi j'aime bien mon métier avec mes étudiants. En plus, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai un juste retour aujourd'hui parce que la plupart de mes étudiants il y a 15 ou 20 ans se rappellent de moi, donc ça c'est plutôt cool lorsqu'ils sont en responsabilité. Mais tu vois, quand tu leur parles de tout ça, ils ont encore un petit peu la lumière dans les yeux, quoi. Ils sont pas tous commerciaux les miens. Moi je travaille en école de commerce, tu vois, à Toulouse, donc c'est des études plutôt généralistes dans lesquelles il y a la partie vente. Mais ceux qui sont intéressés, ils ont encore cette
cette étoile dans les yeux sur le fait de se dire c'est le facteur H qui fait la différence. Alors par contre, dès que tu leur mets du digital dans les mains qui leur facilite les choses, alors là ils foncent dedans quoi, beaucoup plus facilement que nous. Donc le digital c'est bien, c'est un support, c'est un accélérateur, mais il garde ce facteur. Donc moi je suis plutôt optimiste sur le fait que nos fonctions et puis les jeunes d'aujourd'hui, moi je les trouve bien quoi, ils sont intelligents quoi. Je suis d'accord. Le digital a amené quelque chose, c'est sûr. Ça nous permet, dans une semaine, de mieux répartir ce qu'on doit faire en présentiel et ce qu'on doit faire en distanciel. Mais c'est toujours une question d'adaptation. Il faut s'adapter à son public. Pour ma part, dans le commerce de site internet, avec la cible avec laquelle je travaille, très peu de gens sont ouverts aux conférences à distance, enfin aux webinaires ou à l'explication, au rendez-vous, à distance. Il y en a, mais c'est des sociétés déjà un peu plus grosses. Mais effectivement, quand on est en H2H, ils préfèrent le présentiel. Et moi, je préfère le présentiel, cela étant. Oui, puis tu sais, même les étudiants, moi je me rappelle, je dis toujours ça avec un peu un sourire, mais tous les étudiants que j'avais il y a 2 ans, pendant vraiment l'époque Covid vague 1, tu vois, la première fois qu'on a été relibérés, même si ça n'a pas duré très longtemps, c'est la première fois depuis 20 ans. Mes étudiants, en général, moi, je sais, ils m'apprécient parce qu'ils me le disent, parce que je suis dynamique, etc., en jouer, tout ça, dans mon job. Mais là, carrément, ils manifestaient leur plaisir de nous revoir, quoi. Voilà. Alors que c'est la génération, j'ai vraiment un gamin qui est pile poil dans cet âge-là, quoi. C'est une génération qui est très connectée, etc. Mais ça veut pas dire parce qu'ils sont très connectés qu'ils veulent être connectés tout le temps et qu'ils sont déconnectés de la réalité de la relation humaine. Moi, mon gamin qui a 19 ans, il est jamais plus content que quand il voit ses amis, quoi. Jamais plus content. Mais par contre, le lien, il le maintient 24/24 par Snapchat, par tout un tas de trucs. Voilà quoi. C'est pareil avec les clients. Enfin, je pense en tout cas. Moi, je suis plutôt optimiste. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, aller récolter des témoignages, des choses comme ça qu'on peut faire avec le digital, qui peuvent être sympas. C'est un facilitateur. Moi, j'ai demandé à des étudiants, là, j'avais un projet avec eux. Hop, j'ai fait un Google Form plutôt que d'aller les emmerder, etc. Ils pouvaient répondre quand ils voulaient. Juste avant de te voir, là, je regardais un questionnaire Google Form que je leur ai fait passer. Bon, j'ai leurs réponses, ils m'ont répondu, ils ont mis 2-3 arguments. Hop, comme ça, quand on va être en présentiel, j'aurai pas de temps, entre guillemets, à passer là-dessus. On va pouvoir avancer directement sur de l'opérationnel. Génial. C'est sûr que c'est génial. Ok. Justement, Olivier, quels sont les fondamentaux, selon toi, du métier commercial? Alors, c'est là aussi, c'est marrant parce que notre métier, il est bizarre quand même. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, on est sur un métier que plein de gens peuvent pratiquer sans jamais avoir été formés. Donc, pour le pire et le meilleur. Moi, j'ai rien contre les autodidactes. Parce que parfois il y a des autodidactes qui font preuve de bon sens et donc qui arrivent pas si mal. Et puis tu auras toujours un autodidacte qui sera capable de te démontrer par A plus B que finalement il est meilleur que les gens que tu as formés. Donc à un moment ou un autre, là tu seras obligé de t'incliner. Je veux dire, un autodidacte qui est un très très bon commercial, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que fondamentalement c'est quand même celui qui vend quoi. Et après ce qui est compliqué à évaluer, c'est qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cet autodidacte qui vend très très bien. Tu vois, quelle est la certitude qu'on peut avoir qu'il aurait des meilleures performances encore en volume, en suivi, en fidélisation, s'il avait été formé, tu vois. C'est compliqué tout ça. Bon. Mais maintenant, fondamentalement, moi j'ai envie de dire aux gens, il y a plein de gens aujourd'hui quand tu leur parles de découverte, tu sais, des fondamentaux quoi de la vente, tu vois, ce qu'on a repris dans notre bouquin par exemple, Alexandra et Olivier, qui te regardent avec un petit sourire quoi, en disant, ça serait pas un petit peu has-been vous en quoi écouter, comprendre, évaluer, partager, c'est has-been. Je comprends pas quoi. Un médecin aujourd'hui, tu sais, alors je fais un petit clin d'œil à Olivier qui est le spécialiste des mots de vente, MAUX. Mais c'est une discussion qu'on a déjà eue quoi. Aujourd'hui, fondamentalement, ce que tu attends quand tu vas voir ton médecin, c'est qu'il soit capable de t'écouter, parce que quand tu vas ressortir de chez ton médecin, t'es pas guéri. Quand tu ressors chez ton médecin, t'es rassuré si t'as le sentiment que t'as été entendu, écouté. Je reviens sur cette notion d'empathie, d'écoute. Moi, les meilleurs commerciaux que je connaisse, en tout cas, qui sont souvent des filles. Je dis pas qu'il n'y a pas de garçons au milieu, mais qui sont souvent des filles. C'est quand même une faculté d'écoute réelle, de découverte, de creuser, de comprendre, de questionner, d'interroger, un petit peu de confronter aussi, parce que il y en a plein qui disent qu'il faut confronter un peu le client, et je suis d'accord avec eux, avec habileté et délicatesse, mais je vais pas faire très original, mais questionner, écouter, ça reste pour moi les deux leviers fondamentaux. Et enfin, tu vois, quand j'arrive en entreprise, quand je fais un diag commercial avant de faire une formation, ça reste quand même dans 99% des cas les deux points sur lesquels il y a le plus de travail à fournir, quoi.
un manque d'écoute, de questionnement, d'intérêt réel. Donc derrière, on a des commerciaux qui sont des camelots, et j'ai rien contre les camelots, je suis très respectueux du métier camelot, mais au moins le camelot, quand il fait son discours qui est toujours le même, il sait pourquoi il le fait, et puis il compte sur la masse de gens qui vont écouter son truc pour réussir, tu vois. Mais les commerciaux, moi je dis souvent, si c'est pour ne pas poser une seule question à ton client, toujours être en train de présenter ta boîte, plutôt que d'aller les voir un par un, tu loues un Zénith, tu les fais tous venir d'un coup, tu gagneras du temps, quoi. C'est clair. Hein, voilà. Ok. Quelles sont tes valeurs d'ailleurs à ce sujet-là dans ton activité commerciale? Oh, je crois, écoute, moi je le dis souvent, mais là encore une fois, je veux pas faire très original. Ma plus grosse fierté, moi, c'est la fidélité des gens avec lesquels je bosse. Donc voilà, je pense qu'elle est basée sur une certaine forme d'honnêteté intellectuelle. Je pense pas que je triche beaucoup, tu vois. Du coup, ça fait qu'il y a parfois quelques personnes qui apprécient pas de travailler avec moi parce qu'ils m'apprécient pas tout court. Mais ça, bon, ça fait partie des risques. Dans 99% des cas, ça se passe quand même plutôt bien. Je pense qu'on me le dit, hein, donc je le crois. Au bout d'un moment, tu sais, j'ai un peu dépassé par contre le cap du syndrome un peu de l'imposteur, tu sais, que je pouvais avoir quand je me suis lancé il y a 15 ans, parce que il y a des témoignages, quoi, tu vois, qui viennent me dire que c'est plutôt le fait de l'honnêteté intellectuelle. Donc je suis pas une star de mon métier ou quoi que ce soit. Je cherche pas à l'aide d'ailleurs, mais c'est plutôt l'honnêteté intellectuelle. Tu vois, je pense que je triche pas, et ce qui fait que du coup, la fierté numéro 1, c'est que les gens me le rendent en étant fidèles. Et comme je te le disais tout à l'heure, donc c'est des clients avec lesquels je bosse depuis de nombreuses années, de façon récurrente, ou alors je dis voilà, des étudiants qui, là en ce moment, tu vois, je suis en train d'organiser 2-3 formations là jusqu'à cet été, et le point commun, c'est que ce sont vraiment des gens que j'ai formés en formation initiale il y a entre 5 et 15 ans, quoi, qui reviennent vers moi. Et ça, c'est génial, notamment par LinkedIn. C'est vrai que LinkedIn donne un peu de visibilité quand on s'y attache, même si ces derniers jours là, j'ai pas été très présent, j'avais pas trop le temps. Mais ouais, ça c'est vraiment important, quoi. Ok. Voilà, fidélité. Moi globalement, je suis plutôt quelqu'un de fidèle. Super. Est-ce que tu as une discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais? Il y a un truc qui m'a été transmis par ma première formatrice, qui s'appelait, j'espère qu'elle s'appelle toujours, même si j'ai pas de lien avec elle depuis très longtemps, qui s'appelait Fanny, qui m'obligeait à chaque fois que je faisais une vente à l'analyser, tu vois, à faire un petit auto-débrief. Et à l'intérieur de cet auto-débrief, d'être peut-être un peu plus anglo-saxon que latin dans mon approche. Je m'explique. Les anglo-saxons, tu sais, ils nous agacent toujours un petit peu parce qu'ils ont toujours on les juge toujours un petit peu supérieurs, toujours un petit peu condescendants. Et c'est surtout parce que les anglo-saxons, ils sont capables, dès qu'ils mettent en place une action, d'essayer de mettre en avant ce qui a bien fonctionné, quoi. Ils sont capables d'exprimer pour eux comme pour les autres ce qui a bien fonctionné. Moi, si jamais il y a des gens qui écoutent ce podcast et que j'ai formé, ils se rappelleront qu'à chaque fois qu'on fait un débrief, je les oblige à d'abord aller pointer du doigt ce qui a bien fonctionné. Tu vois? Voilà. Et donc, du coup, la discipline auquel je transige pas, c'est l'analyse, tu vois? C'est de se dire à chaque fois que tu as fait une journée de formation, une action de formation, un rendez-vous commercial, analyse, fais un petit débrief. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais sur la route, elle me disait, je veux pas que tu aies mis la clé dans le démarreur de la voiture jusqu'au prochain rendez-vous avant d'avoir débriefé le rendez-vous précédent, et si possible, en essayant d'abord d'isoler ce qui a bien fonctionné pour être capable ensuite de le reproduire. Donc voilà, ouais, la routine qui serait la mienne en fait. Excellent. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on a vécu dans notre éducation, hein, où on va dans l'éducation plutôt pointer ce qui va pas plutôt que ce qui va. Ouais. Les latins, on est dans une culture un peu de l'échec, tu vois, on a toujours, il faut savoir tomber pour mieux se relever, etc., etc. Ouais, sauf que la prochaine fois, si t'es pas prévenu qu'il y a toujours l'obstacle, si t'as pas réfléchi, si on t'explique pas comment bien tomber, le problème c'est que la deuxième fois que tu tombes, tu risques de te faire mal. Au bout d'un moment, t'as plus envie forcément de passer par ce chemin-là, c'est un peu dommage. Ouais, moi c'est pas trop. Donc une fois qu'on a, tu sais, moi j'ai travaillé très longtemps. J'accompagne assez régulièrement des gens d'une grande entreprise là aussi qui est très souvent très caricaturée, une grande entreprise de fast-food américaine. Je te fais pas de photos. Tu vois, ils sont dans des méthodes toujours de management, alors qu'ils peuvent faire sourire un peu les Français, mais notamment sur le fait de retirer justement le meilleur d'une action, etc. Quand j'étais jeune, alors ça ils le font plus, mais quand j'étais jeune, je sais pas si tu te rappelles, t'as dû y aller quand t'étais jeune. Manger chez eux de temps en temps, il y avait toujours le truc de l'employé du mois, tu vois. Alors c'est vrai que pour les Français, c'est un peu compliqué, quoi. Mais en même temps, quand tu creuses un petit peu, ça booste, quoi. Ça booste, ça fait avancer. Et puis après, on regarde un petit peu ce qu'on doit affiner, améliorer, travailler, étoffer, c'est plus facile. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne dans le sport, mais c'est pareil. Si t'es toujours en train de dire à un gamin qui débute dans un sport, qu'il a pas le bon geste, la bonne structure, le bon timing, le bon tempo,
au bout d'un moment, il en a marre, quoi. Donc, il essaye 28 sports en 3 ans et puis au final, il fait plus rien. C'est ça. Ça tombe bien, ça fait sens avec la prochaine question. La transition est parfaite. On va parler d'énergie et notamment de l'énergie dans la vente pour performer, parce que je reste persuadé qu'il faut être en bonne énergie pour être un bon vendeur. À ce sujet, comment gères-tu ton énergie, Olivier, pour performer? Je pars du principe que ça aussi, là, s'il y a des gens qui me connaissent un peu, qui m'écoutent dans ton podcast, alors moi je vais te le montrer en visuel parce que au moment où on fait ce podcast, on se voit, mais tu vois, regarde, j'ai un petit carton rouge avec moi. Et ce petit carton rouge, on me l'a filé il y a une vingtaine d'années. Et je dis toujours aux gens que je forme, que je les vois une journée ou que je les vois 3 ans, là par exemple mes étudiants. Je leur dis, si un matin vous me voyez arriver devant vous et que vous sentez que je suis pas avec vous, que j'ai pas envie, que je suis pas motivé, alors que moi mon métier c'est quand même de vous préparer à ça, eh bien vous avez le droit de me mettre ce carton rouge. Voilà. Et pour l'instant, ma fierté c'est que personne m'a jamais mis ce carton rouge en 20 ans. Donc je reste vigilant parce que je dois aux gens que j'accompagne, je leur dois ça et parce qu'une formation ou une vente pour moi c'est pareil. Bien sûr, il y a des méthodes d'apprentissage différentes. J'ai appris les 2 métiers, mais il y a cette volonté, quoi. Si t'es pas au service des gens qui sont en face de toi, à quoi ça sert de faire ce métier? Il y a plein d'autres métiers dans lesquels on peut être peinard, tranquille, sans être embêté, sans être ennuyé. Pas celui-là. Donc voilà. Et l'énergie, c'est ça, parce que elle est assez simple d'aller chercher l'énergie. Moi, ce que je sais, c'est que pour l'instant, je le mesure pas. Hein, je n'ai pas de tableau Excel pour ça. Mais allez, je te dirais comme ça, à visto denas, comme on dit dans le Sud-Ouest, c'est-à-dire à vue de nez, dans 99% des cas, ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Les gens me suivent, et donc ça me fait bien, quoi. Donc ça continue à me motiver. Donc tant que j'aurai l'énergie, je continuerai. Ok. Et tu conseilles aux gens que tu formes de pratiquer un sport, de faire des choses comme ça pour eux maintenir une bonne énergie? Non, pas forcément, parce qu'effectivement, ça, je pense que c'est une approche personnelle. Non, pas forcément, non, mais si on me le demandait, je le dirais oui, par contre. C'est-à-dire, si on me demandait si je le conseille, je dirais que oui, je le conseille. Parce que moi, je continue je suis pas sportif de haut niveau, j'ai jamais été, mais j'ai toujours fait du sport, par contre, en parallèle. Et c'est indispensable, ça permet de décharger, ça permet de maintenir, tout simplement la forme physique aussi, hein. Mais, ouais, c'est un vrai prix. Donc, je le conseille pas spontanément, mais si on me demandait si c'est un plus, je pense que je dirais oui. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Olivier, une vente parfaite? Alors, tu sais, c'est marrant parce que quand je suis dans une démarche d'évaluation, parce que quand tu fais la formation, tu dois aussi évaluer, notamment les plus jeunes. Je leur explique que je pourrais leur mettre 20 si on était sur un contrôle de connaissances, soit de type QCM, des trucs comme ça. Ça me pose pas de problème. Par contre, quand on est dans l'exercice de la mise en situation, je mets jamais 20. Tout simplement parce que je mets jamais 20 à personne, parce que je me suis jamais mis une 20 non plus. Parce que j'ai pas souvenir d'une vente sur laquelle je me suis pas dit derrière quand je débriefais, quoi, comme tout à l'heure. C'est-à-dire, ah merde, là, j'aurais peut-être pu réagir comme ça. Tiens, là, par contre, j'ai bien senti qu'il tiquait un petit peu. Là, j'ai peut-être pas été très très bon. Là, j'ai peut-être réagi plutôt que de réfléchir. Donc, la vente parfaite, je sais pas si elle existe. Et puis en même temps, je me demande si c'est souhaitable, tu vois. Je me demande si c'est souhaitable parce que finalement, c'est aussi dans les petites zones d'imperfection que tu peux être capable de te démarquer des autres, tu vois. Moi, je dis souvent que, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais que on est souvent plus en capacité de se démarquer des autres quand justement il y a des imperfections que quand tout marche à la perfection. Tu vois, dans l'imperfection, c'est là où tu vas pouvoir accompagner. Dans l'imperfection, c'est là où tu vas pouvoir rassurer ou être rassuré. Dans l'imperfection, c'est là où tu vas pouvoir construire des liens que tu ne te poses même pas la question de nouer quand tout va bien. Tu vois. Donc la vente parfaite, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Je suis pas certain qu'elle existe, mais je suis même pas certain de vouloir la rencontrer en fait. D'accord. C'est intéressant comme approche puisque ça veut dire tout le temps que ta possibilité de progrès est infinie en fait. Ouais, je crois. De progrès puis de résistance à l'ennui aussi, parce que je crois que la perfection, ça doit être quand même très ennuyeux. Personnellement, je suis pas très très fan de la perfection. Tu vois, c'est vraiment, je suis loin d'être un type parfait, loin de là. Ça n'empêche pas que je cherche pas à évoluer quand même pour autant. Tu vois. Bon, je suis plutôt un partisan de l'évolution plutôt que du changement. Tu vois, quand les gens disent voilà la nécessité de changement, tout ça. Moi, j'ai pas envie de changer potentiellement parce que globalement, j'ai des gens qui sont fidèles autour de moi, donc ça veut dire que je suis pas si mal que ça. Tu vois, il y a mieux, il y a bien mieux, mais il y a certainement bien pire. Et je suis plutôt dans l'optique d'évolution, tu vois. L'évolution. Je suis plus tout à fait le même qu'il y a 20 ans.
professionnellement, personnellement. J'imagine que pour toi c'est pareil. Par contre, j'ai pas fondamentalement changé. Hein. Okay. Au sujet des imperfections dont tu parlais, Jean Cocteau disait cultive tes imperfections parce que c'est toi, justement. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ça me va plutôt bien, ça, moi. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès? Là aussi, tu vois, je pense que c'est lié à mon. Tu sais, pendant très très longtemps, on a parlé des vendeurs affectifs comme étant ce qu'on appelait les éleveurs, et puis les offensifs comme étant les chasseurs. J'aime pas cette terminologie. Moi, je préfère plutôt les affectifs et puis les offensifs, tu vois. Mais comme je suis plutôt un affectif, et comme on le parlait tout à l'heure de la reconnaissance, c'est le client qui me démontre par la récurrence de ses achats et de la confiance qu'il me renouvelle, sa fidélité, quoi. Ouais, là, tu vois, ça va bien quand même avec mon personnage. Ça va bien avec mon personnage, quand même. Ok. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie? L'opportunité que j'ai su saisir, en fait, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, je vends plutôt de la prestation intellectuelle, de la prestation d'accompagnement, de la prestation de conseil. Donc, moi, je fais de la formation, du conseil, l'accompagnement, un peu de coaching, je le dis à bas mot, parce qu'aujourd'hui, il faut pas se cacher quand on fait du coaching, mais bon, on en fait tous un peu quand même. Le jour où finalement ma patronne de l'époque chez lui m'a dit Olivier, je pense que tu as le potentiel pour devenir responsable formation, alors que moi je me voyais, tu vois, passer sur un poste de négociateur en centrale d'achat, tu vois, vraiment sur de la vente pure, puis après devenir manager d'équipe, enfin la voie toute tracée, tu vois. J'étais plutôt je me pensais ambitieux alors que je l'étais pas tant que ça. C'est cette opportunité là, tu vois, que j'ai su saisir. Et puis le fait de dire à 28 ans à peine, moi je me suis lancé dans le métier de formateur à 28 ans. Et ce que certains m'ont dit, mais t'es fou, quoi. Ça va jamais fonctionner, t'es beaucoup trop jeune, et puis à 28 ans, par définition, t'as pas assez de recul pour former qui que ce soit. 22 ans plus tard, je suis toujours là. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et ouais, ça c'est ça mon plus gros succès. Et ce qui fait que derrière, je te le disais tout à l'heure, j'ai ouvert, pour l'instant je touche du bois pour que ça continue, mais j'ai ouvert pas mal de portes et on m'en a ouvert un certain nombre d'autres. Et ce qui est top aujourd'hui, c'est que moi j'accompagne des gens qui sont dans le secteur toujours de l'agroalimentaire, des gens qui sont dans la gestion de patrimoine, des gens qui sont dans le secteur technique, des gens qui travaillent dans l'aéronautique, je suis à Toulouse, des gens qui travaillent dans les secteurs du digital, mais qui ont toujours cette problématique-là de se dire comment je peux me démarquer, rassurer. À partir du moment où il y a vente d'un côté et client de l'autre, plus dans l'équation les concurrents, moi ça marche. Je sais pas si j'ai répondu directement à ta question ou pas. Si, tout à fait. Et c'est ce qui est génial dans le métier commercial, c'est que tu es confronté à beaucoup de domaines différents et ça améliore considérablement ta culture générale, je trouve. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a 2 défauts majeurs en général des commerciaux, en général, et c'est vraiment ces trucs sur lesquels moi j'essaye, notamment avec les plus jeunes, donc avec les jeunes que je forme en école, de vraiment les sensibiliser à ça, c'est la curiosité et la culture générale. Curiosité et culture générale, c'est 2 points sur lesquels il faut que vous soyez plus. Moi aujourd'hui, c'est ce que je fais dans le secteur aéronautique m'aide pour donner des conseils à des gens dans l'agroalimentaire et inversement. Quoi. Et je pense que toi c'est pareil. Quand tu l'expérience de site internet d'accompagnement dans le développement du business d'une boîte qui n'a rien à voir avec une autre, mais par contre te donne une prise de recul que la personne n'a pas difficilement, c'est normal. C'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce métier. Tu peux pas te lasser en fait parce que tu apprends tout le temps de différents univers particuliers avec des problématiques particulières à solutionner. Donc tu peux pas te lasser. C'est ça. C'est génial. C'est ça. Absolument. Ok. Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor pour réussir dans la vie. Jim Rohn disait qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis à ce sujet? Et s'il est positif, quel est ton mentor ou quels ont été tes mentors? Alors, je sais pas si j'ai eu des mentors en fait. Je sais pas si j'ai eu des mentors. Moi, il y a plein de gens que je trouve inspirants. Et après, en plus, c'est pas forcément tant les gens. Moi, tu vois, j'aimerais même pas qu'on me dise que je suis un mentor de qui que ce soit, parce qu'à un moment-là, je dirais, mais attention, n'oublie pas d'être surtout toi-même, parce que c'est ça qui est le plus important. Par contre, plus qu'un mentor, tu vois, c'est plus s'inspirer de façon d'être ou de, tu vois, par exemple, mes 2 premiers patrons, j'ai eu un homme et une femme, je me rappelle très bien, les 2, m'ont inspiré parce que là, j'étais hyper malléable, tu vois. Mais plus que le fait qu'il soit mentor en tant que tel, c'est, tu vois, à des instants, tu vois, des approches, il y en avait un qui était très très fort en négo, vraiment en négociation pure, tu vois, résister à la pression. Moi, je travaille avec la grande distribution, et sans être caricatural, ils étaient quand même parfois pas tendres du tout, tu vois.
Et il avait des façons d'approcher les situations, tu vois, dont je me rappelle encore aujourd'hui. Ma deuxième patronne, celle qui m'a fait devenir responsable formation, elle était dans une approche beaucoup plus réfléchie de la vente, tu vois. D'abord approche féminine, parce que c'est une femme. Et tu vois, c'est plus des moments, tu vois. Et je vais te dire aujourd'hui, les gens qui m'inspirent aussi très très souvent, c'est les gens que je forme, tu vois, parce que la formation c'est pas une approche à sens unique, quoi. Ou alors mes clients, tu vois, parce que là aussi la vente c'est pas une approche à sens unique, tu vois. Et voilà, et c'est de se partir du principe. C'est pour ça que la vente parfaite, quoi, la question de la vente parfaite me gêne aussi un petit peu, parce que ça veut dire que finalement j'ai plus besoin ni d'apprendre ni de moi ni de qui que ce soit. Tu vois, même quand on a écrit notre bouquin, le but du jeu c'était de te dire on n'est pas là sur la Bible où tout est écrit puis terminé, quoi. Ça y est, c'est fait. Il vous suffit de lire ça, même si on est super fiers de notre rejeton. Tous les trois, voilà, tu le lis, tu l'inspires, tu vois un petit peu ce en quoi ça peut t'aider. T'essaies de faire des projections par rapport à ton quotidien, par rapport à des situations que tu as vécues. Voilà. C'est plus des moments, tu vois, ou des postures qui vont m'inspirer plutôt qu'un mentorat. Ok. Voilà. J'ai pas l'habitude d'être grand fan de qui que ce soit, tu vois. Comme d'ailleurs, j'aimerais pas qu'on soit éventuellement fan de moi. C'est pas vraiment un truc qui me. Mais je partage ton avis sur l'inspiration. Effectivement, c'est l'inspiration. Ouais. Et aussi ce que tu as dit sur l'amélioration continue, les Asiatiques appellent ça le Kaizen, le principe de l'amélioration continue. Ok. Ouais, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Olivier, dans ta carrière commerciale? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, bon, je pense que c'est tout simplement ouais, alors ça va faire aussi phrase un peu de bisounours avec des soleils levants sur LinkedIn, tu vois, ou sur Facebook, mais c'est reste toi-même, quoi, tu vois. Enfin, reste toi-même parce que c'est pas du tout incompatible avec le fait de progresser, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'apprendre, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'être méthodique, tu as fait du sport à haut niveau. Tu vois, moi, quand je regarde un petit peu dans les sports que je connais, les gens qui sont de très très haut talent, bah, tu te rends compte qu'il y a d'abord un socle de savoir, et de pratique et de méthode, tu peux raconter ce que tu veux. Enfin, moi, je crois pas aux hommes ou aux femmes providentielles, tu vois, qui touchés par la grâce de Dieu. Et c'est justement parce qu'ils maîtrisent ça que derrière, ils peuvent se permettre d'être vraiment eux-mêmes et d'exprimer, tu vois, tout leur potentiel, le talent qu'ils ont. Moi, je pense pas avoir de talent particulier, mais je m'autorise à être qui je suis, tu vois. Voilà. Okay. Je m'autorise à être qui je suis parce que je pense que je maîtrise à peu près les fondamentaux, qui fait que, je veux pas paraître présomptueux, mais tu vois, être mis en porte-à-faux dans une situation commerciale sur un manque, tu vois, de maîtrise technique, j'ai envie de dire, c'est déjà plus compliqué, tu vois. Du coup, ça m'autorise à être moi. Et puis globalement, quand même, à 50 balais, à peu près, je me connais un petit peu mieux qu'à 30. On arrive à la question, ma question fétiche du podcast, justement, liée à ça. J'espère que la réponse sera à la hauteur. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Bon, bah, du coup, c'est en lien avec la précédente, quoi. Tu vois, je lisais l'autre jour, justement, pas mal de réponses à ton post que tu avais mis là-dessus, justement, qui était très intéressant, de tous les gens que je suis, en général sur les réseaux. Et tu vois, il y a cette notion de confrontation, quoi. Moi, je dis souvent que alors, je veux pas l'affrontement, parce qu'il y en a qui confondent la confrontation avec l'affrontement. Et je pense, et c'est vraiment les gens qui mettent ça en avant, tous les éminents collègues qui sont sur le réseau, sont pas d'accord, qui me le disent, surtout, il n'y a pas de souci. Et je pense que quand ils veulent dire confronter, ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, il faut être capable de secouer un petit peu le client par rapport à ses certitudes, par rapport à ses interrogations, de faire lui-même réfléchir, tu vois, on n'est pas dans de l'affrontement, quoi. Mais moi, je dis souvent, attention, le client n'est pas en porcelaine, quoi. Le client n'est pas en sucre, et le client qui demande, moi, par exemple, qui vend du conseil, moi, je dis toujours qu'un commercial, c'est un consultant, tu vois. Le mot consultant, il est un peu galvaudé. Moi, je suis consultant, mais ça veut pas dire grand-chose. Quand tu es commercial, à un moment ou à un autre, le but du jeu, c'est d'amener à ce que le client te fasse confiance et qu'il te dise, OK, la première fois qu'un client il signe avec toi, enfin, je sais pas si tu avais lu, mais j'avais fait un post une fois là-dessus sur LinkedIn. Moi, je disais qu'on est dans une phase de crédit de confiance, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le client, il te dit oui, il t'accorde un crédit de confiance et ensuite, tu dois être à la hauteur, tu vois. Et toi, tu dois rembourser le débit de confiance qu'il t'a accordé. Pour ça, quand il te dit oui, il suit ton conseil, tu vois. Donc, un commercial, c'est un consultant. Et un consultant, des fois, il doit être capable de dire à son interlocuteur, vous avez choisi d'aller sur tel but, tel objectif, et ça, je peux pas le discuter, parce que s'il y a bien un truc qu'on peut pas discuter, c'est le but du client. Par contre, vous avez décidé d'une forme de chemin, ou en tout cas, vous me demandez de vous accompagner sur le chemin. Est-ce que vous êtes d'accord dès le départ pour dire que peut-être que le chemin que je vais vous proposer, c'est pas le chemin qui, en première lecture, vous aurait paru le plus évident.
Est-ce que vous êtes d'accord, par contre, pour qu'on en discute? Tu vois, c'est discuter là-dessus, quoi. Discuter là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ça veut dire que peut-être parfois, à un moment ou l'autre, je vais vous faire des propositions qui vont vous déstabiliser. Est-ce que vous êtes d'accord dès le départ pour être déstabilisé, tu vois? Voilà, donc si tu veux, si on doit faire du lien un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, je pense que je suis, alors j'aime pas ce mot parce que ça m'énerve, mais un peu authentique, tu vois. Je dis que j'aime pas ce mot parce que tu sais, c'est comme quand tu voyages en vacances, on te dit si vous voulez voir des authentiques, je sais pas quoi, du pays où tu es, t'as l'impression que les gens qui sont en face de toi, c'est pas des vrais. Hein, tu vois, les gens qui travaillent dans les régions touristiques, c'est des fous, quoi. Non, c'est des vrais Espagnols, c'est des vrais Italiens, c'est des vrais. Bon, bref. Et authentique dans le sens, voilà, je me transforme pas, quoi. Quand je suis dans mon métier. Je suis vigilant, je suis méthodique, je suis professionnel, mais je me transforme pas. Tu vas pas brosser dans le sens du poil sous prétexte de te faire bien voir par ton prospect, si je comprends bien. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas fait, quoi. Oui. Et puis non, mais je c'est pense important, que ça sera... parce que on est quand même dans un métier de séduction, on peut séduire sans être faux, justement. Mais justement, mais en fait, si tu séduis avec des faux semblants, tu séduis pas du tout, parce que les masques tombent très très vite de toute façon. Tu vois, c'est comme, je peux te parler de fidélité, moi je suis quand même assez fier, je suis marié depuis 22 ans, à un moment ou un autre, il n'y a pas eu de faux semblants, quoi, d'un côté ou de l'autre, parce qu'après, le jour où tu commences à vivre ensemble, si les masques tombent, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas bien, quoi. Alors ça n'empêche pas d'être vigilant, ça n'empêche pas d'être dans la séduction, ça n'empêche pas de continuer à être à l'écoute, ça n'empêche pas d'accompagner, ça n'empêche pas, mais voilà, mais à un moment ou un autre, pas de faux semblants, quoi. Les gens qui me connaissent. Et aujourd'hui, je m'autorise à ce que si quelqu'un me dit, bah écoute, il y a un frein majeur pour moi pour travailler avec toi, c'est toi. Je vais dire à la personne, je comprends. J'ai pas le droit de préemption sur ton cerveau, donc je ne peux pas gérer à ta place l'effet que je te fais. Et si effectivement le principal frein à notre collaboration, c'est que tu as du mal avec ma personnalité, je le comprends, je le conçois. Et donc, eh bien, je te propose qu'on fasse notre tour, quoi. Trouve ton bonheur surtout. C'est très intéressant. Nous, d'ailleurs, dans l'entreprise, on a une technique qu'on a mise en place. On sait très bien qu'on peut pas passer avec tout le monde, et quand on sent qu'il y a un blocage, on se redonne les prospects entre nous et on dit bah tiens, je pense que tu passeras mieux avec lui. Et c'est souvent le cas. Par contre, si les deux passent pas, là c'est que il y a un autre problème. Là c'est non, mais je suis d'accord avec toi. Mais souvent dans les équipes commerciales, moi je dis analyse bien d'abord si effectivement la problématique c'est pas lié à toi, et voir si quelqu'un dans la boîte peut pas prendre le dossier pour faire sauter ce verrou là. Ouais, tout à fait. Mais il faut accepter que parfois le verrou c'est soi, quoi. Bien sûr. Ça m'arrive, hein, et je suis certain que j'ai loupé des ventes depuis 30 ans, ne serait-ce que quand les gens m'ont vu, m'ont écouté, et il y en a peut-être pendant ce podcast qui finalement ont décroché dès la 2e minute parce qu'ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce garçon, quoi. Est-ce qu'il est désagréable? Bah c'est la vie. C'est ça fait partie du jeu, tout à fait. Ouais. Ok, on va parler maintenant, Olivier, de la gestion des émotions dans la vente. On parlait des commerciaux qui étaient des êtres affectifs, et je partage ton avis à ce niveau-là. Mais la pression des résultats est importante dans ce métier. Est-ce que tu as des stratégies à conseiller, ou quand tu es en formation, pour bien gérer ces émotions liées à cette pression du résultat? Tu vois, on parlait tout à l'heure d'inspiration, tout ça. Moi, c'est vrai qu'à partir du moment où on m'a drivé un petit peu sur une notion que tu connais certainement, et sur lequel j'ai fait là aussi quelques petits posts avec quelques petites techniques de base. Mais il y a un truc dans lequel je crois fondamentalement, c'est le travail pour gagner en assertivité, avec quelques petits points de conseil. Et effectivement, moi, il y a 2 choses qui m'ont aidé, c'est de dire, je travaille avec la grande distribution, et sans mettre tous les gens de la grande distribution dans le même sac, parce que j'aime pas être caricatural ou faire des généralisations, mais j'en avais quand même quelques-uns qui étaient quand même gratinés, hein. Alors ils m'ont beaucoup aidé à grandir. Mais à partir du moment où j'ai compris que c'était très 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 souvent une posture, et que la posture c'est quelque chose qui est là en protection des intérêts, bah du coup c'est toujours essayer de bien comprendre quels sont les intérêts qui sont camouflés par une posture, tu vois, ou qui sont camouflés, qui sont la posture souvent c'est un déguisement, tu vois. Bon, donc partir du principe qu'à partir du moment où tu as compris les intérêts et que les intérêts ne sont jamais négociables, ça c'est la première chose. Et puis réfléchir plutôt que réagir, parce que le problème de l'affectif, c'est que on a tendance à réagir. Et l'autre jour, je disais dans une formation dans laquelle j'ai passé l'année dernière, dans une entreprise du secteur agro, que il faut vendre avec ses émotions. Par contre, il faut être dans la maîtrise de ses réactions, et que ça s'apprend, quoi. Que ça s'apprend. Donc c'est plutôt dans la maîtrise des réactions. Ouais. Ça c'est vrai, ça s'apprend.
Savoir respirer avant de répondre, effectivement réfléchir avant de réagir. J'aime beaucoup cette approche. C'est important, effectivement. Les émotions, il faut vivre avec les émotions. Enfin, il y a pas mal de gens avec qui je suis en contact depuis des années qui travaillent sur les émotions, et c'est important les émotions de les connaître, mais c'est compliqué de gérer ces émotions. Moi, je m'interdis de les gérer, mes émotions. Je suis comme ça, tu vois. Je suis comme ça. Moi, quand il y a quelque chose qui m'attriste, je suis triste. Quand il y a quelque chose qui m'a peur, j'ai peur. Quand il y a quelque chose qui m'atterre, je suis atterré. Quand il y a quelque chose qui me met en colère, je suis en colère. Par contre, il y a la maîtrise de mes réactions, c'est pas pareil. Parce que les émotions, ça vient de moi, alors que la réaction, ça vient de l'autre, quoi. Tu vois, moi, j'ai un fils qui, je vous en parlais tout à l'heure déjà, mais je parle souvent de mon fils, je suis très fier de lui, mais qui faisait du sport, et je me rappelle qu'il fait du sport à assez bon niveau, et enfin niveau correct. Et quand il était gamin, je me rappelle, il me disait toujours, il me fait perdre les moyens, mon adversaire. Et je disais non, c'est pas lui qui te fait perdre les moyens, c'est toi qui perds tes moyens. Et on va essayer de réfléchir pourquoi, tu vois. Et ça, c'est rigolo, quoi, parce que voilà. Les émotions, c'est autre chose, mais les réactions, c'est quelque chose qui peut se travailler. À mon sens, en tout cas. Excellent. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai, Olivier, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde? C'est une bonne question, ça. Je pense que, je sais pas si ça va à l'encontre de ce que pense tout le monde, mais je pense, comme je le disais tout à l'heure, que la fonction commerciale, elle est pas morte. Je pense que la fibre commerciale, ça n'existe pas. Moi, quand on me dit toujours, est-ce que tu connais quelqu'un qui a la fibre, je dis moi oui. Du coup, je pars de Netflix à la maison, tout ça, ça marche vachement bien. Ça m'agace la fibre, j'aime pas la fibre, quoi. Et pourtant, tu sais, je dis un truc, ma défunte grand-mère, c'est elle quand j'étais plus jeune, parce que moi je voulais devenir ingénieur agronome et j'avais pas le niveau en maths physique, mais alors elle m'a pas parlé de la fibre, elle connaissait pas le mot, mais elle m'a dit, je pense que t'as ça, quoi, tu vois. Voilà, t'as ça en toi, etc. Et je pense pas qu'on l'a ou qu'on l'a pas, quoi. Voilà. Ça, c'est peut-être, voilà, si vraiment à l'encontre de ce que j'entends trop souvent, c'est les gens qui disent, commercial, on l'est ou on l'a pas, quoi. On sent qu'il ou elle a ça dans le sang, quoi. Je suis désolé, moi je connais aujourd'hui des excellents commerciaux ou des excellentes commerciales. Bah, franchement, si je vous les avais présentés, vous n'auriez pas dit qu'elle avait ça dans le sang, quoi. Alors que ça reste, et ce sont des, voilà. Et au contraire, il y a des gens qui sont, dont on pense qu'ils ont ça dans le sang et tout ça, qui sont de très très piètres commerciaux, parce qu'effectivement ils sont éloquents, parce qu'effectivement ils ont ce qu'on appelle classiquement le bagou, etc., etc. Mais par contre, bah, justement la gestion des réactions ou des émotions, ils savent pas faire. L'écoute, ils savent pas faire. Sortir des sentiers battus, ils savent pas faire. À part s'écouter parler, ils savent pas faire. Ça veut pas dire que c'est des gens pas bien, hein. C'est pas du jugement de valeur par rapport aux gens, parce que ça peut être dans d'autres circonstances des vrais atouts, quoi. Mais par contre, moi j'ai appris à la fermer, hein, je vais être très clair avec toi, j'ai appris à, là je l'ouvre parce que tu me demandes de l'ouvrir, hein. Mais les gens qui me connaissent par exemple en tant que formateur et qui m'accompagnent ensuite sur des rendez-vous commerciaux sont toujours très très étonnés de voir l'écart qu'il y a entre mon métier de formateur, qui est un métier dans lequel il y a effectivement le côté oratoire est beaucoup plus marqué, alors que quand je suis commercial, je passe la plupart de mon temps à me taire, quoi. Voilà, donc peut-être que pour synthétiser un peu ma réponse à ta question, j'ai du mal à être synthétique, tu auras pu le constater, mais voilà, moi ça s'apprend la vente, quoi, ça s'apprend. Les gens qui arrivent avec la fibre et tout ça, moi j'y crois pas. Oui, ils peuvent faire des coups, mais s'ils se forment pas, s'ils comprennent pas l'essentiel du métier, ils resteront pas longtemps. Ouais. Alors à l'inverse, après, par contre, je connais des gens qui sont naturellement très éloquents, qui l'ont, la fameuse fibre dont on parle, là, et qui après qu'acceptent de se remettre en question, de se former, de travailler. Et alors là, quand tu as en plus de ça la puissance de la personnalité, ça fait quand même des beaux trucs, quoi. C'est sûr. Ok. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial, Olivier? Ferme-la. Bien, c'est toujours un bon conseil, ça. Ouais, voilà. C'est vrai. Tu vois, Ok. J'ai fait court, hein, du coup. Ferme-la. C'est bien. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire? Alors ça, je suis pas trop punchline, mais au jeune Olivier d'il y a 20 ans, quoi, écoute et ferme-la. C'est bien. Écoute et ferme-la. Ok. Ça fait un peu impératif, mais comme je me parle à moi-même, je me permets d'être un petit peu tonique. Écoute et ferme-la. Ok. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode du podcast. Je te remercie pour ta participation et pour cet échange. C'est moi. Mais c'est pas tout à fait fini. Ah. À la fin du podcast, j'ai toujours un top 5, c'est-à-dire 5 petites questions rapides. Comme dans le sport, tu sais, on finit toujours par un top 5. L'idée, c'est que tu répondes quasi du tac au tac, sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prêt? Allez. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. André Gide, choisir, c'est renoncer. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
continuer à se remettre en question. On n'est jamais sûr de rien. Et en tout cas, on n'a jamais tout vu. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire? Alors, Performer en vente aux éditions Vibert, Olivier Cussac, Alexandra David-Ardit et Olivier Guérin. Là, je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. C'est normal, je comprends. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Est-ce que je peux vous poser une question? Pourtant, on m'a jamais dit non. Pourtant, c'est une question fermée. Eh ouais, mais c'est ma question fermée préférée. D'accord. C'est la seule question préférée fermée que j'adore. On m'a jamais dit non. Une croyance limitante que tu as su briser? Une croyance limitante que j'ai su briser, justement le fait que, comme tu disais tout à l'heure, le fait que dans mon esprit, même si ce que je dis aujourd'hui, on me l'avait dit quand j'étais plus jeune, pour moi, la force, la puissance du commercial, c'était surtout son éloquence. Voilà. Et à partir du moment où j'ai compris que l'éloquence c'était rien, si elle n'était pas mise au service de ton interlocuteur, ça servait absolument à rien. Et en plus, c'était épuisant. Et en vieillissant, malgré tout, il faut qu'on prenne du temps pour se régénérer. Avant de se dire au revoir, Olivier, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Donc moi, je t'encourage à entrer en contact, elle n'est pas au courant. Mais si tu arrives à la joindre, effectivement, avec Alexandra, qui est notre co-autrice, comme ça, tu auras le triumvirat du bouquin. Et ouais, j'aime bien Alexandra, elle est inspirante. Pour moi, on parlait d'inspiration, oui, elle est inspirante. Ok. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier, si on veut prendre contact avec toi? Alors oui, effectivement, on est entré en contact, toi et moi, sur LinkedIn. Et c'est vrai que sur LinkedIn, sur mon profil, il y a l'ensemble des coordonnées. Et c'est le plus simple, effectivement, pour entrer en contact avec moi. Tu n'as pas de site internet? J'ai pas de site internet, non. Il faudra qu'on se voit. Ma carte de visite. Ouais, j'ai bien compris. C'est vrai que ma page de profil LinkedIn et mon site internet, effectivement. Ma carte de visite digitale. C'est vrai. Bon, super, je te remercie pour cet échange. C'était top. J'espère avoir été à la hauteur de tes attentes. Oui, c'était très très bien. Je te remercie beaucoup, Olivier. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort, we'll be back.